Dans Le Brief, l'actualité est présentée par de vrais connaisseurs. Chez Argenta, c'est votre expert en patrimoine qui vous connaît vraiment. Argenta, c'est aussi simple que ça. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 25 août et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le Brief de l'Écho. Le rachat partiel de Belfius avance, les candidats pourraient déposer leurs premières offres d'ici la fin de la semaine et il y a plusieurs nouveaux noms sur la liste. Sur le front diplomatique et militaire, Washington dévoile son plan économique pour asphyxier l'Iran. Pendant ce temps-là, l'Ukraine commémore son indépendance en cherchant des missiles intercepteurs. Une question aussi ce matin, les géants de la tech sont-ils en train d'acheter des livres d'occasion par conteneur entier pour entraîner leurs IA ? Le secteur européen de l'édition a lancé l'enquête. Et puis, du côté des entreprises, on regarde vers Paris ce matin. Une marque française change tout, son design, sa production, ses prix aussi. Un virage à 180 degrés alors que tout allait bien. Je suis Julie Vilquet, bienvenue dans Le Brief. Le Brief, cette info dès 7h. Il y a du monde au portillon pour entrer au capital de Belfius. Après CVC et Mark Cook, 3 nouveaux noms ont fait leur apparition. 2 entrepreneurs, Luc Tack, le patron du groupe chimique Tessenderlo, et Roland Duchâtelet, l'ancien président du Standard de Liège, notamment connu pour ses participations dans Melexis et XFab. Un 3e candidat est également cité. Works Invest, c'est le principal actionnaire de la société d'investissement Gimvi et propriétaire de SD Works. Tous les 3 pourraient déposer une première offre d'ici la fin de la semaine. Le gouvernement fédéral cherche à vendre 20% de Belfius, avec à la clé potentiellement 2 milliards d'euros. Le Conseil des ministres restreint fera une première sélection et les candidats retenus pourront ensuite accéder au compte de Belfius. Malgré ces bons résultats, Belfius présente quand même un point de vigilance. Ses provisions pour d'éventuelles pertes sur crédit ont fortement augmenté, un signe que la banque anticipe une dégradation de la situation économique. Les États-Unis ont annoncé le lancement de l'opération Economic Outcast. L'objectif, c'est d'asphyxier financièrement l'Iran et d'isoler encore davantage le régime de Téhéran. Washington menace de sanctions les entreprises et les pays qui continueraient à aider l'Iran à contourner les sanctions américaines. Mais pour l'instant, une partie de ces mesures n'est pas encore appliquée. Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, l'expliquait hier soir. We are giving everyone the opportunity to remedy bad behavior. Why would I want to blow up the global financial system? We believe that it is important to level set and give people a cure period, but they should know that that will move very quickly and that we are serious. En clair, Washington laisse donc une courte période aux pays et aux entreprises concernées. Passé ce délai, les sanctions pourraient tomber et le secrétaire américain au Trésor insiste, même les pays qui ne sont pas directement visés pourront être sanctionnés s'ils continuent à faire affaire avec l'Iran. We want to make clear here today that no one is above the reach of U.S. sanctions. That if they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, into repression, they will be targeted. Washington menace de s'en prendre à toute la chaîne qui permet à l'Iran de transformer son pétrole en revenus, en cela compris les banques, les transporteurs et les intermédiaires étrangers. Avec cette offensive, c'est la Chine qui est particulièrement scrutée, premier acheteur du pétrole iranien. Pékin n'est pas ouvertement visé dans cette première vague de sanctions, mais Washington prévient quand même, personne ne sera hors de sa portée. L'Ukraine célébrait hier les 35 ans de son indépendance sous une nouvelle pluie de missiles et de drones russes. Et derrière ces attaques, le pays présente une vulnérabilité de plus en plus importante. L'Ukraine manque de missiles Patriot, ces missiles capables d'intercepter les projectiles russes les plus sophistiqués. Pour analyser ça, Frédéric Roard nous a rejoint. Salut. Bonjour Julie. Quand on parle d'intercepteurs, d'abord dis-nous de quoi on parle exactement et pourquoi ils sont aussi importants ces missiles. C'est simplement des missiles qui sont capables d'intercepter, comme leur nom l'indique, un missile, notamment un missile balistique. Les Russes en ont développé beaucoup. Ils en envoient à un rythme quasiment quotidien en ce moment sur l'Ukraine. Donc en avoir pour l'Ukraine, c'est clé à un moment où ces tirs s'intensifient.
Rien que le mois dernier, on a décompté 376 frappes de missiles en Ukraine. Ne pas savoir les intercepter, ça veut dire évidemment subir des dégâts matériels considérables, mais aussi des victimes civiles. On en a décompté 437 donc en juillet. C'est une augmentation de 70% par rapport à la même période l'année précédente. C'est pas uniquement parce que la Russie tire plus de missiles, c'est aussi parce que l'Ukraine parvient moins à les intercepter. Et donc, tu le dis, il y a davantage de frappes russes, il y a aussi une plus grosse production de missiles en Russie. Elle aurait augmenté de 120%, alors que de l'autre côté, en face, la production de Patriot ne suit pas. Pourquoi l'Ukraine a donc autant de mal à rattraper ce déséquilibre ? Pour l'Ukraine et puis pour la coalition européenne notamment qui la suit, évidemment, les missiles intercepteurs, c'est une grande spécialité des États-Unis. Et les États-Unis, comme on le sait, en ont utilisé beaucoup au Proche-Orient, sont en train de refaire leurs stocks, de refaire les stocks de leurs alliés dans la région du Moyen-Orient. Et ils n'ont pas forcément les stocks pour suivre. Donc tout l'enjeu pour les Européens en ce moment, c'est de développer leur propre système de missiles intercepteurs. Ça, c'est une industrie à développer dans les pays européens et possiblement en Ukraine aussi. C'est un travail de longue haleine, ça peut pas se faire du jour au lendemain. Mais le problème, c'est que en ce moment, comme tu l'as dit, la Russie augmente, intensifie sa production de missiles et les mois qui viennent vont probablement être très difficiles pour l'Ukraine. Oui, effectivement, l'enjeu est d'autant plus important que l'hiver approche. Les infrastructures électriques, l'eau et le chauffage sont déjà très fragilisés par les frappes russes. Merci beaucoup, Frédéric. Et en Europe aussi, on commence à regarder vers l'hiver parce que le gaz pourrait nous coûter beaucoup plus cher. La banque Goldman Sachs estime que les prix pourraient dépasser les 100 € le mégawattheure en décembre. On le sait, les réserves européennes sont encore trop peu remplies. Et comme le gaz disponible est plus rare, eh bien, l'Europe doit se battre avec les pays asiatiques pour pouvoir s'approvisionner. Résultat, si les stocks restent trop bas, nous devrons accepter de payer davantage pour attirer les réserves de gaz. Il reste quand même bien sûr une inconnue de taille, c'est la météo. Un hiver plus doux réduirait notre consommation et pourrait donc faire baisser la pression sur les prix. À l'inverse, un hiver froid pourrait encore compliquer la situation, bien sûr. On va faire un petit exercice maintenant, un exercice d'imagination. Imaginez que vous commandez des milliers, voire des centaines de milliers de livres d'occasion, pas pour les lire, mais pour les découper, pour les scanner et finalement pour les jeter. Eh bien, c'est ce que les géants de la tech seraient en train de faire en ce moment pour nourrir leurs intelligences artificielles. On est encore au conditionnel parce que personne n'arrive à confirmer l'information, mais Amazon se retrouve aujourd'hui en tout cas dans le viseur après une enquête qui révèle que des livres arrivent effectivement par milliers dans un entrepôt de l'entreprise à Las Vegas et que dans cet entrepôt, ils sont découpés pour pouvoir être numérisés. Alors, Pauline Denis, explique-nous pourquoi ces entreprises ont besoin de livres physiques alors qu'elles ont déjà accès à énormément de contenu disponible sur Internet. En fait, les entreprises de la tech, elles cherchent à rendre toujours plus performantes leurs modèles d'IA. Et donc, elles veulent nourrir ces modèles de données dites qualitatives, en fait, qui ne sont pas pollués par des textes déjà générés par l'intelligence artificielle générative. Et donc, quelle est la solution pour accéder à ces données d'apprentissage, entre guillemets, vierges ? Eh bien, c'est d'aller chercher dans des livres plus anciens, rares, écrits avant 2022, parce que ainsi, on est certain que le contenu de ces ouvrages n'a pas été généré par des robots concrètement. Oui, effectivement. Et derrière cette pratique, il y a évidemment une grande question. Est-ce qu'on a le droit de faire ça avec des livres qui sont, a priori, protégés par le droit d'auteur ? On a eu une décision de justice américaine rendue en juin 2025 qui a laissé une certaine porte ouverte à ces pratiques des géants de la tech. En fait, dans une affaire concernant l'entreprise américaine d'IA Anthropic, celle-ci a utilisé des œuvres littéraires pour entraîner ses modèles d'IA. Elle doit aujourd'hui verser 1,5 milliard de dollars de dédommagement à un groupe d'auteurs, mais pas pour les raisons auxquelles on peut penser, en fait, pas pour l'entraînement de ces modèles d'IA, mais plutôt parce qu'elle a piraté ses livres auprès d'une bibliothèque centrale en ligne. Et donc, le juge a comparé la manière dont les modèles d'IA assimilent des milliards de mots à ce que ferait un écrivain, par exemple, qui veut écrire un roman en quête d'inspiration et lorsqu'il recherche et lit des livres pour réaliser une œuvre unique. Et en Europe, en fait, la législation régissant les droits d'auteur, elle est différente. On pourrait la considérer plus stricte en la matière.
Oui, effectivement. Et justement, d'ailleurs, les éditeurs belges commencent à regarder de très près ce qui se passe sur le marché du livre d'occasion chez nous. Merci beaucoup, Pauline. Plus que quelques jours de patience pour Shein avant son arrivée en bourse, mais cette introduction sera beaucoup moins importante que prévu. Après avoir tenté sa chance à New York puis à Londres, le géant chinois de l'ultra fast fashion vise cette fois-ci Hong Kong. L'introduction est prévue mardi prochain, le 1er septembre. Le groupe va mettre sur le marché 280 millions d'actions pour une valorisation maximale d'environ 23 milliards d'euros. C'est beaucoup moins que les 100 milliards de dollars auxquels Shein était valorisée il y a 4 ans, en 2022. Et surtout, le timing est moins favorable. La croissance a fortement ralenti et au premier trimestre de cette année, Shein a même enregistré une perte de près de 100 millions de dollars. Les droits de douane américains et les nouvelles règles européennes sur les petits colis pèsent notamment sur son activité. Shein reste malgré tout un géant mondial présent déjà dans 160 pays et fort de plus de 270 millions de clients. Mais avec cette entrée en bourse, le marché semble désormais beaucoup moins enthousiaste qu'il y a quelques années. On reste dans le textile avec un cas de figure dont je vous parlais en titre, celui de la marque française Cézanne qui change totalement de cap. La maison de prêt-à-porter, connue pour son style plutôt romantique et ses collections très régulières, a décidé de ralentir, de changer de look et de monter en gamme. Un choix plutôt inhabituel dans un secteur qui a plutôt tendance à aller vers plus de nouveautés et des prix plus bas, à l'image de Shein, justement, on l'évoquait juste avant. Alors Dominique Liès, c'est toi qui t'es penché sur ce dossier. Cette annonce, elle est d'autant plus inattendue que Cézanne se porte bien. Alors pourquoi sa fondatrice décide-t-elle de tout changer du jour au lendemain ? Eh bien, c'est la question que beaucoup de monde se pose. Elle avance qu'à l'approche de la quarantaine, elle n'a plus envie de courir autant derrière la tendance et à vouloir apporter plus d'attention aux produits, au travail du tissu et donc de se tourner plus vers du plus haut de gamme. Mais jusqu'à présent, quand une enseigne se réinventait, c'est parce qu'elle avait un essoufflement de ses ventes, ce qui n'est pas du tout le cas pour Cézanne. Et quand on a un essoufflement de ses ventes, qu'est-ce qu'on essaye ? On essaye justement de coller plus à la tendance, avec peut-être moins de production, de surproduction, ok, mais de coller plus à la tendance et surtout avec des coûts de production réduits. Et là, elle veut moins coller à la tendance et faire plus de la mode qui traverse les périodes, mais surtout, elle veut augmenter ses prix. Donc, c'est effectivement surprenant comme décision. Oui, effectivement, si on prend tout ça en compte, il faut maintenant voir si les clients vont suivre. Elle se définit dans un secteur, un segment plutôt de luxe accessible pour tous. Là, jusqu'à présent, on était dans des prix maximum allant jusqu'à 390 €. Là, maintenant, on peut facilement dépasser les 500 €. Donc, déjà, ça fait grincer les dents. Mais outre le prix, elle revoit aussi sa collection. Et donc, Cézanne, c'était connu pour ses couleurs, sa fantaisie, pour ses imprimés fleuris. Et là, maintenant, on se tourne plus vers du monotone ou déjà des critiques se disent, voilà, ça fait très penser à Zara, c'est déprimant. Donc, voilà, c'est le prix qui va agir maintenant, c'est l'image aussi de la collection. Et on verra effectivement où tout ça aboutit. Merci beaucoup, Dominique. C'est la fin de ce brief. Merci à Brian Momar qui était à la préparation. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Bien sûr, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis déjà à demain. C'était l'essentiel de l'info en 7 points avec le brief. Chez Argenta, l'essentiel tient en 2 points. Voici le bref. Premier point. Nous rendons le personal banking vraiment personnalisé, grâce à des conseils financiers à taille humaine, également pour les grands patrimoines. Deuxième point. Des investissements exclusifs et un banquier qui vous connaît. Voici comment nous faisons la différence chez Argenta, avec des conseils qui vous correspondent vraiment. C'était le bref d'Argenta. C'est aussi simple que ça.